Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées durables. Je pense qu'en matière de questions environnementales qui concernent le climat, qui concernent la biodiversité, je dirais que la biodiversité est quand même quelque chose qui est mieux compris puisqu'on touche le vivant et on se rend compte tous dans sa vie que la biodiversité est en régression, en commençant par des choses simples. La disparition progressive des oiseaux communs. Il y en a tellement moins. Donc là, on, on touche du doigt vraiment l'impact que nous avons sur la biodiversité. Le climat, c'est la deuxième grande problématique. C'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué parce que d'abord, on a perdu du temps en faisant un sujet de conversation populaire, du style "T'y crois, toi?" Il suffit qu'il fasse froid un matin du mois de juin, juillet. Deux personnes se retrouvent chez le boulanger pour acheter la baguette de pain. Il fait froid ce matin-là. Donc il y en a un qui dit à l'autre, "T'y crois, toi? Regarde, on est en juillet", puis on se caille. Et l'autre va dire, "Peut-être, tu as raison", et il nous raconte des histoires. Ça ne se perçoit pas, le réchauffement climatique. C'est une mesure scientifique. La Terre s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Personne n'est capable de percevoir un réchauffement moyen à l'échelle de la planète de 1 degré en un siècle. C'est une mesure. La Terre, elle a pris 1 degré. Le médecin qui vous parle, si la température normale c'est 37, la Terre, elle a 38 aujourd'hui. En médecine, on appelle ça une fébricule, une petite fièvre, une fièvre chronique. Et comme toute fièvre chronique, si on ne se met pas à soigner ça, on évolue vers des complications. Et la planète, elle en est là aujourd'hui. Elle connaît ces complications qui sont dues à ce réchauffement climatique chronique contre lequel on ne fait pas assez. On ne fait pas assez parce que c'est compliqué, parce que ça touche à l'énergie. Le principal gaz à effet de serre, le gaz carbonique, le CO2, qui charge l'atmosphère, c'est lié à l'énergie. Et donc notre vie, nos habitudes de vie, tout ça c'est lié à l'énergie. Donc ça devient compliqué d'agir. Autre chose aussi, c'est que le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, il est transparent, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur. Donc le coupable, il est totalement invisible. Et en plus, on a cru pendant longtemps, enfin on ne s'en souciait pas, que tout ce qu'on envoyait dans l'atmosphère, ça partait dans le cosmos, qu'on pouvait y aller. Et en fait ça va pas loin, ça reste sur cette frange très très fine de la troposphère, c'est-à-dire cette atmosphère qui est très près de la Terre, qui fait 10 km d'épaisseur. Et, euh, et donc, un exemple pour vous donner une idée de cette couche atmosphérique qui est très fine. Vous partez du centre de rotation de la Terre, là, avec Jules Verne, il fait très chaud, vous faites 6500 km, vous avez fait le rayon de la Terre, vous arrivez ici. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'atmosphère. Et c'est là-dedans qu'on envoie tout. Donc effectivement, il y a une surcharge petit à petit qui se fait. En 2019, on a envoyé dans l'atmosphère 43 milliards de tonnes de CO2. 43 milliards de tonnes de CO2. Eh bien, ces 43 milliards, 45% restent là et accroissent progressivement, une année après l'autre, l'effet de serre, donc le réchauffement climatique. 45% restent là-haut. 25% sont repris à terre par la nature. Il n'y a que la nature qui peut recapturer le gaz carbonique qu'on a envoyé dans l'atmosphère. Et ça se passe dans le petit pigment de chlorophylle, dans les plantes, le pigment vert, des prairies, des arbres, des haies, tout ce qui est vert, c'est-à-dire le pigment de chlorophylle, est le seul à terre qui peut recapturer le gaz carbonique. D'où vraiment
limiter le plus possible la déforestation, l'arrêter, la déforestation sauvage, replanter des haies, faciliter les prairies, arrêter le plus possible l'artificialisation des sols. Il faut remettre du verre à terre. C'est le seul qui est capable de recapturer le gaz carbonique en l'air. Ça, c'est à terre. Et l'océan joue un rôle aussi essentiel. Un rôle essentiel, l'océan, il recapture à peu près 30%. De deux manières. D'une part, exactement comme à terre, parce qu'il y a du phytoplancton, il y a des herbes planctoniques à terre, et par la photosynthèse, exactement comme à terre, le phytoplancton recapture une partie du gaz carbonique qui est dans l'air. Et l'océan a un deuxième rôle, c'est que le CO2 se dissout dans l'eau de mer. Plus l'eau est froide, plus le CO2 se dissout dans l'eau. Donc, les régions polaires, que ce soit l'océan Arctique, très au nord, ou dans cette région autour de l'Arctique, des eaux froides, puits de carbone, et au sud, autour de l'Antarctique, le continent du pôle sud, l'océan austral, c'est une immensité d'eau froide, donc c'est un puits de carbone. Mais les 45% qui s'accumulent là sont responsables du réchauffement climatique. Alors il est évident, notre action, elle peut se situer à terre par limiter tout ce qui réduit les surfaces de recapture. Sur l'océan, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, là où il faut agir, c'est effectivement limiter les émissions de CO2. Ce CO2 qui vient essentiellement de la combustion du charbon, du gaz et du pétrole. Je fréquente les régions polaires depuis une quarantaine d'années, un peu plus même. Et les régions polaires, elles sont à la fois les garants de la machine climatique, au sens où la machine climatique, c'est l'équilibre entre l'extrême chaleur des tropiques, qui est constante, été comme hiver, avec le froid des pôles. C'est ça la machine climatique, et la Terre, elle a deux fluides, à la fois les courants aériens, qui transportent l'air chaud qui monte, et qui va par cycle, comme ça, se refroidir vers le nord, et puis les courants océaniques. Et ces régions polaires, donc, elles sont acteurs de la régulation du climat, et elles sont aussi indicateurs de l'histoire du climat de la Terre. On a un glaciologue français de renom, Claude Lorius, qui a eu cette idée intéressante de se dire, mais dans les glaces qui s'accumulent dans les régions polaires, au Groenland au nord, en Antarctique au sud, quand la neige est tombée, il y a certainement des petites bulles d'air qui sont emprisonnées. La neige, la poudreuse, elle repose sur des bulles d'air qui se transforment, qui durcissent, et ces petites bulles d'air, elles sont dedans. Et Claude Lorius a eu cette idée, si on fait des carottes, on va chercher donc des échantillons de glace profonds, on doit pouvoir, si on fait fondre cette glace, effectivement avoir des échantillons d'air au moment où cette glace s'est formée. Et donc c'est vrai que ces carottes de glace aujourd'hui nous donnent l'histoire du climat de la Terre. J'ai fait une conférence avec Claude Lorius. Moi je rentrais de l'Antarctique, j'avais traversé avec des chiens, et Claude Lorius nous montre une image des résultats de l'analyse de ces bulles d'air dans ces carottes de glace. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit une courbe comme ça qui monte et descend, je parle de la température et de la teneur en gaz carbonique. Il y en a eu beaucoup plus, et il a fait beaucoup plus chaud, il a fait plus froid et beaucoup moins, etc. Et donc, il nous montre que la Terre a sa vie propre, des alternances de périodes glaciaires, interglaciaires, et puis ce qui nous montre, regardez tout à fait à droite de la courbe, une accélération rapide de la teneur en gaz carbonique de l'air, de la température moyenne. On le voit vraiment sur ces dernières analyses des couches de glace superficielles. Et il dit, ça c'est la signature, la responsabilité humaine de cette accélération de la température moyenne et la teneur en gaz carbonique. Et il a un mot qui est fort, que le Lorius, il dit, le processus est enclenché. Dans ce mot, le processus est enclenché, on voit l'inertie effectivement de la machine climatique. Et de mon expérience des régions polaires, j'ai vécu, je peux dire, j'ai vu sur 40 ans d'expérience du changement à la fois en Arctique. J'y suis allé en 1986, la première fois au pôle Nord. Bien sûr, la banquise était beaucoup plus compacte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle était plus épaisse.
À cette époque-là, en 86, elle faisait en moyenne entre 1,80 m, 2 mètres d'épaisseur. Et jusqu'au bout du pôle, bien sûr, il y avait des zones d'eau libre, mais surtout à la fin, vers le mois de mai. J'ai survolé de nouveau l'océan Arctique il y a 10 ans, je l'ai fait en ballon. Et ma grande surprise, c'était au début avril. Début avril en Arctique, c'est la fin de l'hiver. J'ai vu depuis le ballon les étendues d'eau libre, chose qui était absolument impensable en 1986. Donc déjà un constat de visu sur l'océan Arctique. Et puis bien sûr, les satellites nous montrent tous les ans, à la fin de l'été, une régression importante de la surface de la banquise qui recouvre l'océan Arctique. L'océan Arctique, donc, qui est cet océan, qui est au milieu d'un océan. Il y a une réduction de la surface et une réduction de l'épaisseur de la banquise. Ça, c'est sur l'océan. Et tout autour, ce qu'on appelle la Sibérie, le Canada, tout ça, ce sont des régions terrestres qui sont quasi gelées en permanence, qu'on appelle ça du pergélisol. En anglais, on dit du permafrost. Et aujourd'hui, ces régions fondent aussi et libèrent beaucoup de gaz carbonique et de méthane. L'Arctique est très touché, beaucoup plus que les autres régions, parce que l'Arctique change de couleur. L'Arctique était essentiellement recouvert de blanc, la blanc de la neige sur les terres et le blanc de la banquise sur l'océan. Avec la fonte aujourd'hui, ça laisse apparaître des zones qui sont devenues des capteurs, des zones sombres. L'océan Arctique, sur ces zones où il n'y a plus de banquise, devient un capteur. Donc l'eau de surface se réchauffe et va faire fondre par proximité la banquise. Donc on assiste à un phénomène d'emballement en Arctique. Moi je dis on a ouvert la porte du frigo parce que ce froid va nous manquer. Et il est en train de nous manquer au nord. Ça c'est l'Arctique. En Antarctique, donc j'ai traversé en 1989-90. On est parti du bout de la péninsule antarctique, cet appendice qui sort de l'Antarctique et qui est en face le Cap Horn. On est parti tout à fait du bout. Les 600 premiers kilomètres, c'était sur ce qu'on appelle un ice shelf, une plateforme de glace qui flotte sur la mer. Et bien les 600 premiers kilomètres ont disparu. Une partie en 1995, une autre partie en 2000 et en 2002. Donc on ne pourrait plus refaire la même expédition que l'on a faite en 1989. Donc les régions polaires sont les témoins, bien sûr, mais elles sont en train de trinquer sérieusement, quoi. Et un des facteurs de la fonte de la banquise, c'est bien sûr l'élévation de la calotte polaire, pas de la banquise. La banquise qui fond, je me reprends, la banquise qui fond ne fait pas monter le niveau de la mer. Parce que la banquise, c'est la mer qui a gelé et qui refond. Elle gèle, elle refond. Voilà. Donc ça ne fait pas monter. Un iceberg qui part à la mer, régulièrement on entend ça, un iceberg est parti de l'Antarctique géant. Un iceberg qui est parti en mer ne fait pas monter le niveau de la mer. Parce qu'il était déjà dans l'eau en train de flotter. Par contre, cet iceberg géant qui se décolle de l'Antarctique va libérer le glacier qui est derrière et on va assister à ce qu'on assiste aujourd'hui, à une accélération de la descente de la glace vers la mer. Ça, c'est de la glace qui va effectivement faire fondre, élever le niveau de la mer. Donc les régions polaires sont des témoins, elles sont touchées aujourd'hui, effectivement, et ça nous touche. Ça nous touche parce qu'effectivement, ce sont des zones qui sont chargées d'affect, d'émotions. Si ça peut vous aider à prendre des dispositions contre le réchauffement climatique, j'en serais extrêmement ravi. Ce qui est compliqué, c'est que, encore aujourd'hui, 80% de l'énergie consommée à la surface de la Terre par l'humanité vient du pétrole, du gaz et du charbon. Là où il faudrait agir très très vite, mais tout de suite, je dirais, si on veut rester dans cette idée de 1,5 degré dans le siècle, c'est une équation très complexe. Arrêter le charbon. C'est ce qu'on essaye de faire en France. Il restait encore quelques centrales au charbon, de les fermer. Mais quand on voit effectivement que la Chine marche au charbon, l'Inde marche au charbon, la Pologne, l'Allemagne qui s'y remet, qui était un gros émetteur de gaz carbonique, gros consommateur, ils vont
recommencer les Allemands à exploiter leur charbon. La lignine, c'est absolument un émetteur énorme. Donc on voit que la difficulté est importante. Euh, comment réduire, comment convaincre? Comment convaincre? Un pays comme la Chine, par exemple, quand on va dans un magasin, moi je vais dans des magasins de bricolage, j'adore faire les choses de mes 10 doigts, tout ce que vous achetez pratiquement, si vous regardez derrière, Made in China. Même beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits manufacturés. Il y a une chose, un espoir sur la Chine, c'est qu'ils sont malins, ils ont des bons ingénieurs, ils ont des bons espions, euh, ils ont un circuit de décision très court et ce sont des bons commerciaux. Et donc il est évident que on voit dans des pays comme l'Europe, par exemple, les États-Unis, c'est un peu plus compliqué, qu'il y a une exigence sur l'origine du produit que l'on consomme. Et donc, on va de plus en plus vers un étiquetage, on va y arriver, un étiquetage sur les émissions de CO2 dans la production de ces produits manufacturés. Un peu comme il y a aujourd'hui sur les produits alimentaires, la composition, d'où ça vient, etc. Et donc, en multipliant ces alertes sur les produits manufacturés, les gens vont pouvoir voir qu'effectivement, ce produit-là, il est produit dans des conditions épouvantables. Je pense que les Chinois sont malins, ils le craignent, euh, et donc vont limiter effectivement le plus possible leurs émissions, leur consommation de charbon, leurs émissions de CO2 sur les produits manufacturés. Malheureusement, comme ils sont malins, ils vont faire produire leurs produits au Vietnam, en Afrique, effectivement. Et donc ça, c'est toute la difficulté. Toute la difficulté. Cependant, il y a le mouvement est planétaire aujourd'hui. Même si la solution n'est pas planétaire, il n'y a pas un individu sur Terre qui n'a pas entendu parler du réchauffement climatique. Tout le monde a conscience de la situation. On a l'intelligence des solutions. Il est urgent de les mettre en œuvre. Alors quand je dis ça, ça peut dérouter le citoyen qui se dit mais qu'est-ce que je peux faire moi par rapport à des grands pays comme la Chine, l'Inde, etc. Voilà. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Je vous donne un exemple personnel. Moi, j'ai 80 panneaux solaires sur le toit, à la campagne. Et EDF, en France, a une obligation d'achat quand vous produisez de l'énergie solaire. Cette année, ils m'ont fait un chèque de 3 500 euros. Et donc, ce que je dis aux citoyens, soyez des acteurs de la solution. Parce que souvent, en conférence, les gens vous disent, est-ce qu'ils font assez? Est-ce qu'ils en font assez? Vous n'avez pas l'impression qu'ils ne font rien, sous-entendu les autres, c'est-à-dire le gouvernement, les autres, quoi, hein. Et donc, moi, je leur dis, et vous? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et donc, je leur parle de mon histoire de panneaux solaires. Je leur dis, au lieu peut-être de mettre l'argent à la caisse d'épargne, bien sûr, il est là, vous pouvez la récupérer quand vous voulez, mais soyez des investisseurs de la solution. Quand on survole la France en avion, on se rend compte qu'il y a des maisons partout, des toits. Chaque toit est un producteur d'électricité solaire potentielle. Donc, je dis, investissez. Vous allez faire bientôt le plein avec la voiture électrique parce que on va vite passer à la voiture électrique. Vous ferez le plein avec le soleil. Et puis vous allez vous prendre au jeu, parce qu'il y a du fun à être acteur de la solution. Puis vous allez voir que mardi, il y a du soleil, vous allez prendre la météo, vous allez faire la lessive mardi, parce que la machine à laver, elle va tourner avec le soleil. Donc c'est cette notion que chacun peut être un acteur et qu'il y a vraiment du plaisir à devenir un acteur de la solution, parce que de toute façon, on n'y échappe pas. Donc ce sont des petites choses comme ça qui sont importantes à mes yeux, parce que il faut guider le citoyen, quel qu'il soit, où qu'il soit. Il faut guider le citoyen parce que on n'a pas idée de la quantité d'énergie que l'on consomme. Vous voyez, quand on parle en économie, on a deux unités. On a l'euro, on a le dollar. Si on dit 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard d'euros, bon, peut-être pas tout le monde a une idée, mais on voit que c'est... Voilà. Donc si on dit kilowatt, mégawatt, gigawatt, térawattheure, c'est extrêmement compliqué d'avoir une idée de ce que l'on consomme. Donc ce qui est important,
c'est que, encore une fois, chacun doit prendre en compte son impact à travers la consommation qu'il fait à l'échelle de la maison, à l'échelle personnelle, à l'échelle professionnelle, à l'échelle industrielle, à l'échelle politique. Je le répète, la solution ne viendra que si chacun y participe et chacun doit vraiment être efficace sur sa zone d'influence. Nous espérons que l'épisode vous a plu. En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace Vetted.